département de Seine-Maritime, lors de sa séance du 14 décembre 2010, a décidé à l'unanimité d'engager une démarche participative de projet de territoire pour le département. Son nom, Seine-Maritime Imaginons 2020. Ses objectifs, construire une vision partagée de la Seine-Maritime, donnant à chaque espace sa place particulière dans la construction du projet, positionner la Seine-Maritime dans la compétition territoriale, nationale et européenne, en définissant les leviers d'une attractivité renouvelée, rechercher une cohérence d'ensemble avec les démarches des partenaires. Participer à cette grande aventure collective, c'est imaginer par exemple à quoi ressembleront nos modes de transport, à quelles énergies nous aurons recours ou comment nous concevrons des logements pour tous et respectueux de l'environnement. Dès janvier 2011, le département s'est engagé dans ce grand mouvement de mobilisation et de réflexion. Première étape, 750 agents du département ont répondu au questionnaire relatif à l'avenir de la Seine-Maritime. Deuxième grande étape, pendant 2 mois, entre mai et juin, une concertation grand public a été lancée, donnant la parole cette fois-ci aux habitants sénomarins par le biais d'un questionnaire disponible dans la revue Seine-Maritime Magazine et sur le site dédié seine-maritime2020.net. 8 pages où les habitants ont pu donner leur avis sur 7 thèmes. La consultation a reçu un grand succès populaire. Près de 8000 questionnaires ont été renvoyés, montrant un intérêt majeur pour l'avenir de la Seine-Maritime. Ils ont tous été traités et analysés. Parallèlement, 8 réunions publiques ont été organisées sur tout le territoire, en commençant par Fécamp le 31 mai, puis Croisy-sur-Andelle, Yvetot, Neufchâtel-en-Bray, Le Havre, Dieppe, Lillebonne, pour finir à Rouen le 29 juin. Nous considérons être confrontés à un certain nombre de défis pour les années à venir et nous nous sommes dit, plutôt que de raisonner en vase clos, d'organiser nos politiques publiques et de trouver les solutions tout seul, nous préférerions le faire avec le plus large éventail possible de sénomarins. Ces rencontres ont permis à chacun, en groupe, d'exprimer leurs préoccupations, leurs envies et leurs idées pour l'avenir de la Seine-Maritime, sous forme de une de journaux qu'ils aimeraient lire en 2020. On a choisi les personnes âgées. On a choisi plusieurs titres. On a choisi l'Union fait la force. Les agriculteurs créent le premier hypermarché de vente directe de produits alimentaires bio pour résister à la grande distribution. Plus de 1000 personnes ont participé à ces réunions dans une atmosphère constructive et conviviale. Les lycéens et les étudiants ont occupé également une place particulière dans cette réflexion. Le conseil des collégiens a participé. Les jeunes ont répondu à un questionnaire adapté au sein des commissions de leur mandature. Les travaux des étudiants, quant à eux, viennent de débuter. Ils vont réfléchir eux aussi aux grandes orientations prévues pour 2020. Quant au conseil consultatif départemental, il s'est associé également à la réflexion. Le débat va se poursuivre jusqu'à la fin du premier trimestre 2012, avec en octobre un cycle de 4 séminaires réunissant des experts nationaux et locaux, des représentants du monde économique et associatif, ainsi que de l'expression citoyenne. Ces ateliers sont appelés les fabriques de demain. En novembre, une grande réunion de restitution de toutes les propositions réunira les habitants qui ont répondu au questionnaire et ont participé aux réunions publiques. À la fin du premier trimestre 2012, un vote en assemblée plénière permettra de décider des grandes orientations à mettre en œuvre d'ici 2020. On passera alors à la stratégie et au plan d'action. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site seine-maritime2020.net. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici pour ce moment un peu particulier. Il est vrai que lorsque nous avons lancé ce projet de territoire, imaginons la Seine-Maritime en 2020, nous ne savions pas exactement quelle forme cela allait prendre, plutôt quel en serait le succès. Effectivement, beaucoup de questionnaires remplis, beaucoup de monde dans les réunions publiques. On a multiplié les exercices et à chaque fois avec succès et surtout avec beaucoup d'intérêt. Il s'agissait à la fois d'imaginer le territoire et de voir les politiques publiques qui allaient pouvoir être développées dans le cadre de ce projet de territoire. Chaque étape apporte sa pierre à l'édifice.
une pierre différente. Il ne s'agit pas d'opposer les paroles d'experts et les paroles du citoyen. Je crois que chacun a sa façon de voir les choses. Et ce moment particulier que nous vivons là, ces 4 rencontres, là il s'agit de la deuxième que nous avons appelée les Fabriques de demain, est un moment un peu particulier aussi, puisqu'il s'agit, c'est un exercice un peu nouveau pour nous les élus, c'est un exercice nouveau pour l'institution que représente le Conseil général, et c'est d'une certaine façon aussi pour nos intervenants un exercice un peu inédit, car nous leur avons demandé de réfléchir avec nous, fort de leurs expériences, fort de leurs connaissances, dans une volonté aussi de rencontre, bien évidemment, avec vous, qui avez accepté de venir à ces moments-là, d'imaginer le champ des possibles en fonction de leur champ de compétences. Alors, il ne s'agit pas exactement de paroles d'experts, il s'agit plutôt aussi, certes, ce sont des experts, mais ce n'est pas ici une parole que nous allons écouter, mais plutôt un moment que nous allons partager. Moment où tout à l'heure vous serez en atelier et vous serez amené à réfléchir, à proposer des choses, parce que, et c'est un peu le cadre de ce qu'on va demander ici, c'est que voilà, on va demander un peu à des spécialistes, alors qui nous viennent des géographes, des géologues, des sociologues, on va vous les présenter, des économistes bien évidemment, on va vous les présenter tout de suite, d'en gros d'imaginer voilà, s'ils avaient en 2020 la possibilité de décider de politique publique en fonction de leurs connaissances, que nous proposeraient-ils? Voilà, c'est-à-dire se confronter la théorie au concret. Et je crois que c'est exactement ça, c'est passer la théorie au concret. C'est pour ça que nous avons appelé ça les fabriques de demain. C'est-à-dire qu'on va au charbon, voilà. On se confronte à quelque chose et on essaye d'imaginer quelque chose qui va être concret, qui va être déclinable. Il ne s'agit pas d'un moment pour se faire plaisir, mais bien d'un moment où, ensemble, on a une occasion assez unique d'imaginer la façon dont on va penser les politiques publiques. Alors le sujet du jour, quel cadre de vie pour 2020 et lorsque vous avez vu la déclinaison en atelier, cela pourrait peut-être surprendre. En fait, à travers cadre de vie, c'est notre environnement en général. L'environnement climatique et donc alors c'est vrai que Christophe Ferrari arrive, il a atterri au Havre, voilà, il vient de Grenoble, c'est notre intervenant qui vient du plus loin là pour aujourd'hui et il est en route, donc on l'attend incessamment, il viendra tout à l'heure. Il est glaciochimiste comme vous avez pu le voir. En revanche, Benoît Léniel, géologue, est présent et donc ensemble autour de l'atelier 1 et ils évoqueront les questions du changement climatique sur lequel nous allons revenir. Et puis cet environnement, c'est aussi nos environnements économiques plutôt que notre environnement économique. Je crois que c'est nos environnements économiques. C'est une chose qui est beaucoup revenue avec les habitants de manière un peu informelle. Et là, c'est aussi pour prolonger cette discussion-là. On parlait de vie associative, mais là, on essaiera d'aller un peu plus loin à travers la question de l'économie plurielle et solidaire avec Laurent Fraisse à mes côtés ici, qui fait des recherches en socio-économie. Et puis, bien évidemment, et là, c'est peut-être l'atelier dont le titre est, pour ceux qui ne sont pas habitués, le plus obscur, mais ils nous expliqueront la notion d'économie résidentielle et présentielle. Et en fin de compte, on verra en les écoutant, donc il s'agit d'Olivier Sirost et Hugues Genquin, que en fait, c'est aussi une façon de travailler sur le développement des territoires et c'est une économie, bien évidemment, une fois qu'ils nous l'auront expliqué, qui nous sera en fin de compte très très familière. Voilà, et beaucoup plus familière qu'il n'y paraît à travers le titre. Donc c'est tout ce champ qu'on ouvre aujourd'hui et je vais laisser la parole tout de suite à Emmanuel, je crois, voilà, qui va nous donner les grandes lignes de l'intervention et nous accueillons Christophe Ferrari. Voilà, ça c'est une entrée. Bienvenue, voilà, bienvenue, Monsieur Ferrari. Bien, bonsoir, rebonsoir en tout cas à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette deuxième réunion des fabriques. Alors, vous dire juste avant de passer la parole aux intervenants, quelques mots sur le déroulé. Après donc cet accueil par Bruno Berteuil, environ 30 bonnes minutes, parce que ce soir, on a beaucoup d'intervenants, donc tant mieux, grande qualité. Mais voilà, je leur redis encore, merci de bien tenir le timing. Donc pour environ 30-35 minutes, en tout cas, d'intervention et de propos introductifs auxquels vous êtes tous invités. Ensuite, donc aux alentours de 19h15, 19h20,
On se répartira en 3 ateliers. Donc l'atelier 1 sur le changement climatique peut-il avoir, quel impact peut-il avoir sur le cadre de vie céno-marin. La salle, ce sera dans les salles des commissions. Ce sera animé par Hélène Calando qui est là, vous pourrez la suivre. Ensuite, l'atelier numéro 2, économie résidentielle et présentielle, une carte à jouer pour la scène maritime de l'après-pétrole, sera animé par Jacques Carillot et ce sera aussi vers les salles des commissions. Et enfin, le 3e atelier animé par moi-même, quelle place pour l'économie plurielle et solidaire sur nos territoires demain, aura lieu dans une salle juste en face. Après ce temps d'atelier, on se retrouvera ici pour un petit débriefing rapide de chaque atelier, pouvoir éventuellement échanger quelques mots et puis la conclusion. Voilà. En tout cas, merci d'avoir résisté à l'attractivité du match de foot ce soir et d'être parmi nous ici et maintenant. Jacques. Je ne savais pas qu'il y avait un match. Ouais, mais tiens-toi au courant. Je suis tellement dans le dossier que... Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Comme on a très peu de temps, effectivement, qu'on est très nombreux, et qu'on est dans une configuration un peu expérimentale, parce que ces fabriques de demain, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait tous les jours et partout en France. On y reviendra peut-être en conclusion. Je vais tout de suite passer la parole pour qu'il rentre dans le vif du sujet et poser une question assez simple, parce que les réunions territoriales ont mis en exergue très très souvent dans quasiment tous les secteurs du territoire départemental la question des mutations économiques du territoire. On est dans un territoire où l'industrie est relativement présente. Finalement, dans 10 ans, est-ce qu'on sait si le changement et la mutation peut être absorbé par l'économie résidentielle ou pas? Voilà. Donc, je vous laisse 6 minutes. Mais on développera en atelier après. Hein. J'essaierai de faire court. Non, effectivement, la question qui est posée, c'est la question de la place du partage industrie-service. C'est-à-dire qu'à travers économie résidentielle, présentielle, finalement, c'est cette place de ces services que nous consommons tous. On peut commencer tout de suite. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la définition d'un service. On voit tous à peu près ce que c'est. On va faire simple, on va faire par défaut par rapport à l'industrie. Mais commençons du coup par la désindustrialisation. On parle de désindustrialisation depuis de nombreuses années, depuis des décennies. Où en est-on déjà à l'heure actuelle? Je ne sais pas déjà si chacun de vous a en tête quelle est la part d'emploi dans l'industrie qui reste en France. Donc je parle de l'industrie hors construction, hors énergie, pour essayer de fixer un petit peu les choses. Imaginez-vous tous une part. Sachez qu'à l'heure actuelle, on en est, chiffre de fin 2009, à 13%. C'est-à-dire que l'industrie ne représente plus que 13% des emplois à l'heure actuelle en France. 13%, c'est peu, ça n'empêche que ça reste important. Le discours ici n'est pas de dire que l'industrie n'a plus de place dans l'économie, surtout dans un contexte où l'aménagement du territoire s'entend encore à l'heure actuelle comme un aménagement par l'industrie. Les politiques qui sont menées au niveau centralisé s'entendent encore, surtout via l'industrie, même si des aménagements sont en cours vers les services. On en est à 13%. Quelle est la situation ici en Seine-Maritime ou Haute-Normandie? On est à peu près à 18%. Donc on est en fait dans un territoire à composante industrielle. Est-ce une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Si on regarde la crise actuelle, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que les crises économiques affectent d'abord l'industrie. Et en premier lieu l'industrie. Les chiffres tels qu'on les observe, c'est 1 point de perdu de part d'emploi en 1 an, entre 2008 et 2009. On va rajouter 1 point pour 2009-2010, puisque la situation n'a pas vraiment évolué. C'est pour dire que la situation tendanciellement va vers le service. Et les créations d'emplois se font vers le service. Maintenant, cette donnée-là, il faut l'adapter sur le territoire. Comment on va réussir en fait à adapter le territoire à cette donnée? Ça ne veut pas dire bannir l'industrie, au contraire. Ça veut dire, au contraire, construire une nouvelle forme, ce que moi j'aime bien appeler un écosystème régional, qui se base en fait sur les spécificités territoriales. Ce travail-là nécessite de comprendre le rôle finalement des services, il faut aller chercher de l'autre côté du coup, le rôle des services sur les territoires. Et ça en économie, on a du mal. On a du mal à travailler là-dessus parce que finalement on a sans arrêt travaillé sur l'industrie. On a plein de données, on a plein de travaux sur l'industrie, alors ça on en a une palanquée. Les services, on n'a quasiment pas de données. Pourquoi? Parce que la définition n'est pas très nette, n'est pas très claire. C'est quoi la valeur ajoutée d'un service? C'est quoi le prix d'un service? Il n'y a pas de coût de production en tant que tel, donc c'est difficile de travailler là-dessus. Et lorsqu'on finalement on a travaillé dessus à la DATAR, enfin l'anciennement DIACT, heureusement maintenant DATAR à nouveau sur l'aménagement des territoires sur Paris,
sur l'économie des services et les territoires. On a eu un groupe de travail qui a travaillé pendant 2 ans et on a réussi à adresser une typologie des services par rapport au territoire. On est sorti des classifications que vous connaissez tous, services marchands, non marchands, public, privé, services à la personne, services aux entreprises. Et on a fait une classification en 6 types de services pour essayer enfin de comprendre chaque activité de service, quel est son impact sur le territoire. Parce que du coup, si on se remet un peu en arrière, si on part du territoire, on arrive à savoir si un territoire est spécialisé dans tel type de service et donc il pourrait y avoir telle conséquence sur le territoire. Alors c'est quoi ces services? C'est des services cognitifs, intensifs en connaissances, l'enseignement supérieur, la recherche, etc. Très ancrés sur les territoires, très intéressants à attirer. Parce que du coup, c'est quelle politique d'attractivité avoir. Des services collectifs, problématique à l'heure actuelle parce que nouvelle carte hospitalière, nouvelle carte judiciaire, nouvelle carte militaire, géographique. Donc vous voyez un peu de quel type de service je parle. Les services d'intermédiation, très importants naturellement ici avec le port de Rouen, le port du Havre, donc tout ce qui est logistique. Donc tous les services logistiques. Les services, en gros le tourisme immatériel, activité touristique. Les services, et là on va en parler, de proximité, même si ce n'est pas uniquement ça, il ne faut pas résumer les services résidentiels aux services de proximité. Et enfin, le problème, tel qu'on l'a souligné dans ce groupe de travail, les services associés à des fonctions support, en gros, très volatiles sur les territoires. Et la situation sur le territoire au Normand, quelques résultats, on en parlera dans la fabrique, dans l'atelier qui vient ici, c'est qu'à Rouen, en tout cas sur la Haute-Normandie, très peu de services cognitifs, les plus intéressants, relativement au reste du territoire. Mais ça ne veut pas dire qu'au contraire, la situation est mauvaise. C'est qu'à côté, il y a de l'industrie et où il y a ce socle de services d'intermédiation à développer. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on approfondira là dans quelques minutes. Je passe la parole à M. Syros, s'il veut bien prendre le micro, pour aller un petit peu plus loin, puisque la question de l'économie servicielle ou de l'économie des services renvoie aussi à la question de comment finalement on valorise le patrimoine, les valeurs intrinsèques du territoire, on le transforme en économie. Vous avez un peu travaillé sur la question du tourisme, mais plus généralement, peut-être, est-ce que ça ne nous oblige pas à réfléchir sur quelle est la valeur de notre territoire? A-t-on une autre idée de cette économie, du cadre de vie? Est-ce qu'on peut transformer le cadre de vie passer d'un cadre de vie simplement en termes d'aménagement à un cadre de vie qui devient finalement une ressource économique? Oui. Oui. Bonsoir. Oui, je pense qu'on peut essayer de faire cette opération-là. Il y a un certain nombre de questions à se poser au préalable. Je crois que la première, c'est par rapport au tournant économique qu'on est en train de vivre, c'est de prendre conscience aussi de l'héritage. Et des capacités de reconversion de cet héritage, de transformation du tissu social et du tissu économique. On voit aujourd'hui que le territoire, c'est aussi tout un ensemble de lieux, d'espaces qui ont été laissés vacants en friche par l'industrie et qui ont fait l'objet d'opérations de reconversion sociale heureuses ou malheureuses. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut essayer de dresser un bilan, de dresser un diagnostic de cet héritage du passé, de ces legs, dans les manières d'appréhender la carte. Est-ce que la Seine-Maritime, c'est un territoire que l'on traverse pour avoir accès à la mer en matière de services? Est-ce que c'est un terrain de jeu relativement ouvert, terrain de jeu pour la population en termes d'activités qui peuvent susciter de nouvelles formes d'économie, territoire en tant que terrain de jeu pour les industriels en termes de futurs projets, hein. Pourquoi, après tout, la vallée de la Seine, sur sa partie maritime, ne pourrait pas être, imaginons, une Seine-Vallée qui développe toute une économie dans l'optique du développement durable et de la reconfiguration écologique de l'industrie lourde aujourd'hui. On peut très bien partir sur ce genre de choses. Ce sont des héritages économiques et en termes de services, ce sont aussi des héritages humains. Moi, j'ai été frappé la première fois où je suis arrivé dans cette région de voir cet héritage du passé en termes d'organisation sociale qui arpente les noms des rues, les noms d'édifices. On voit qu'il y a une préoccupation de l'espace public qui a été prise en charge très tôt,
dans la réflexion. Vous avez une rue qui s'appelle Marc-Sangnier, vous en avez une autre qui s'appelle la rue de la Bellomire, où on voit tout le rôle social qu'a pu jouer à un moment donné le paternalisme ouvrier et l'héritage qui est resté aujourd'hui au cœur des associations ou au cœur d'animation de communes ou de collectivités territoriales. Je crois que ça, ce sont des richesses, des trésors que recèle le département et puis d'une manière plus large la région, des trésors qu'on a tendance à oublier et qu'on ne prend pas suffisamment en compte. En termes de réorientation de l'économie, on voit très bien qu'aujourd'hui, tout ce qui touche au service public, d'une manière très large dans notre société, est en train de prendre le volet de la privatisation, la voie de la privatisation, et de générer d'autres formes d'économie. Là aussi, je pense qu'il faut examiner les voies associatives, caritatives, qui sont particulièrement fortes et présentes sur notre territoire. Là, je crois qu'on a quelque chose d'autre. Il y a un autre élément sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait que nous sommes au bord de la Seine, que la Seine est l'objet de tout un ensemble de projets qui touchent directement des objectifs d'amélioration de cadre de vie, des projets qui relèvent d'une politique régionale, départementale, mais aussi nationale, voire internationale. Et on a bien du mal aujourd'hui à jouer sur ces échelles, à trouver des manières d'articuler ces échelles les unes avec les autres. Alors je pense que ça, c'est un élément sur lequel il faudrait arriver à réfléchir aussi. Peut-être que, effectivement, réfléchir sur la résidentialité, sur la présence, l'animation. Moi, je pense que c'est ça aussi, réfléchir sur l'animation du territoire. Il ne suffit pas simplement pour générer une économie de mettre en place des infrastructures, de répondre à une demande sociale. Si les dispositifs et les infrastructures mises en place ne sont pas animés, ne trouvent pas un relais dans leur animation, très vite, ils vont perdre de leur intérêt et ils vont sans doute être très rapidement caducs. Alors, une des dimensions, pour finir, c'est la nature. On sait que la Seine, aujourd'hui, est un espace naturel qui est considéré comme un des moins attractifs d'Europe. Et pourtant, face à sa vision très industrialisée et très décriée, on voit qu'il y a tout un projet culturel qui s'est développé en quelque sorte à un moment donné contre l'industrie, contre cette vision d'une Seine fortement anthropisée, fortement polluée, et qu'on est en train de reconvertir, de refabriquer de la nature sur le territoire. Et cette refabrique de la nature, c'est aussi une manière de redynamiser sur le plan économique, sur le plan social, ce territoire que nous allons fabriquer pour demain. Ok, on essaiera de démarrer la tâche ou de la poursuivre là tout à l'heure en atelier et de répondre à la question est-ce que finalement ces économies-là sont des économies alternatives pour les 10 années qui viennent. Vous avez mentionné l'économie également sociale et solidaire et du coup ça m'amène assez naturellement à la transition de l'intervention suivante, enfin une des 3 interventions suivantes, je ne sais pas si on repart dans l'autre sens. En tout cas, je fais une annonce, un peu de publicité pour les ateliers de la semaine prochaine, puisque le 20, on abordera également la question de l'attractivité, donc on sera en lien aussi avec les questions qu'on vient d'aborder. Merci en tout cas d'avoir respecté le timing. Alors oui, justement, je voudrais inviter maintenant dans cette réflexion un peu sur l'économie des territoires, à ce que M. Fraisse puisse nous dire d'une part, ce qu'est en quelques mots l'économie sociale et solidaire. On en parle beaucoup, mais on a parfois du mal à bien comprendre exactement, à bien connaître ce que cela recouvre, ce que cela signifie, et à savoir si cette économie est peut-être un levier de développement pour nos territoires, et en particulier pour la Seine-Maritime. Merci de l'invitation et bonsoir à tous. Donc l'économie sociale et solidaire, c'est vrai, un mot, un concept souvent composite, qui reste souvent un peu flou pour un certain nombre de concitoyens. Alors déjà, il est composite, je vais essayer de l'expliquer pourquoi. La dimension sociale, c'est à la fois, en tout cas l'économie sociale, elle se définit d'abord par des formes d'entreprises différentes qui ont un héritage historique ancien. Donc on regroupe à travers cette approche statutaire généralement coopératives, mutuelles et associations. Et donc, c'est des formes qui ne sont ni des entreprises ou des administrations publiques, ni des entreprises de capitaux, et qui ont des principes de fonctionnement et de gouvernance communs,
qui vont de la libre adhésion, qui vont de la non-rémunération du capital et du réinvestissement des bénéfices. C'est pour ça qu'on parle souvent de lucrativité limitée ou de non-lucrativité selon ces formes d'organisation. Et cette approche statutaire, elle permet, en tout cas aujourd'hui, d'avoir un certain nombre de chiffres qui ont été déclinés depuis une dizaine d'années, notamment suite à l'organisation des acteurs dans les territoires, mais aussi d'un certain nombre de politiques territoriales de l'ESS, ce qui fait que généralement, on est entre 8 à 14% selon les territoires de l'emploi à travers cette économie sociale et solidaire, avec une grosse part des associations qui ont connu un boom à la fois en termes d'établissements et d'employeurs depuis une vingtaine d'années, à la fois en termes de création, mais aussi en termes d'emploi, puisqu'on est à plus 25% dans la dernière décennie. Et donc là, il y a une sorte peut-être de contraste par rapport au déclin d'un certain nombre de secteurs. Simplement, cette approche-là, elle est intéressante parce qu'elle donne de la visibilité en termes de chiffres, mais c'est une sorte de photographie qui ne dit pas grand-chose sur la qualification des territoires et sur la dynamique que ça peut créer. D'où peut-être le second qualificatif du solidaire, dans lequel se retrouvent en termes de pratique et d'innovation beaucoup plus les concitoyens, que ce soit, je dirais peut-être trois vagues. La vague de lutte contre l'exclusion et l'insertion, donc il y a eu toute une vague de soutien aux populations fragilisées. La vague d'amélioration du cadre de vie, avec énormément de services de proximité dans les territoires qui sont pris à l'initiative, notamment des habitants, des citoyens ou de professionnels, et qui permettent notamment d'améliorer le cadre de vie un peu partout, et notamment dans des territoires ruraux ou périurbains. Et puis, la vague de donner un sens à son travail, à ces formes de consommation. Et donc là, on a tout ce qui est autour des circuits courts, du commerce équitable, de la finance solidaire, quel sens donner à mon épargne. Et donc, toute une série d'initiatives qui permettent à un certain nombre de gens qui, et c'est accentué par la crise, de se dire, retrouver, on dirait, un sens à la manière de travailler, de consommer. Donc c'est pour ça que le slogan « Entreprendre, échanger et consommer autrement » est souvent le leitmotiv de l'ESS. Alors pour les territoires, je crois que c'est intéressant d'abord, ça ouvre une vision d'économie plurielle. Ça oblige à regarder les richesses, les ressources et ceux qui les produisent, à les élargir. Déjà d'avoir ce regard sur l'ESS, et je crois que c'est important pour essayer de qualifier un territoire. Il y a un certain nombre de spécificités de ces initiatives. D'abord, il y a énormément, beaucoup de ce qui serait l'équivalent de PMI-PME. Hein. On est sur des structures qui sont de petite taille, même s'il y a des organisations plus grandes. On est sur une localisation de ces activités. On part souvent d'ancrage territorial qui résulte d'abord de répondre à des besoins sur son bassin de vie ou sur son bassin d'emploi. Là où je vis, là où je travaille, j'essaie de répondre à un certain nombre de besoins, beaucoup plus que des formes d'implantation qui vont mettre en concurrence fiscalement, salarialement, etc., ou la conquête de marchés externes. Deuxièmement, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur de la préservation de compétences et de savoir-faire, par rapport quand même à aussi un processus de mondialisation qui déqualifie des personnes, des territoires. Ce sont des initiatives qui continuent à donner de la valeur à des gens, par exemple en insertion, mais aussi à réhabiliter un certain nombre de savoir-faire. On parlait de savoir-faire anciens, y compris par de la reprise d'entreprise ou de la relocalisation d'activités. J'étais, il y a encore quelques mois à Romans, où vous avez un pôle territorial qui a repris une activité de chaussures, alors que l'ensemble des entreprises ont délocalisé. On réembauche des savoir-faire de gens qui étaient perdus. Il y a des anciens cadres qui s'investissent aussi bénévolement, par exemple, pour requalifier ces filières. Donc c'est intéressant de voir la mobilisation des parties prenantes, et notamment sur de la ressource, qui est de la ressource aussi militante et bénévole. On est dans de l'économie hybride, à la fois marchande, à la fois non marchande, à la fois non monétaire. Et ce ne sont pas des économies à opposer, mais c'est justement dans leur articulation que ça permet effectivement de créer des activités. Enfin, j'ajouterai la dimension d'innovation sociale, qui est importante, y compris dans les situations de crise. Il va falloir réinventer des solidarités.
Il faut aussi réinventer des formes de liens sociaux dans des formes de vie qui sont de plus en plus segmentées, polarisées entre les populations. Et là, il y a toute une série d'initiatives qui sont issues de l'ESS qui peuvent être intéressantes. Alors, peut-être qu'on en discutera dans l'atelier ensuite, mais ces constats-là, le travail, c'est comment on qualifie le rôle de l'ESS dans les configurations ou dans les écosystèmes territoriaux, parce que là, vous pouvez avoir des interventions de l'ESS qui sont différentes d'un territoire à l'autre. Moi, je ne connais pas suffisamment votre territoire pour pouvoir qualifier le rôle de l'ESS ici, mais en tout cas, il y a un certain nombre de travaux qui permettent en tout cas de la prendre véritablement en compte en termes de potentialité. Merci bien. En tout cas, on a des acteurs, je sais, ce soir dans la salle et qui, normalement, se sont inscrits sur cet atelier, qui sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur la Seine-Maritime. Donc, on pourra justement échanger avec vous et avoir cette vision locale, cette connaissance du territoire et puis votre vision à vous. Alors là, je vais vous juste demander, vous nous excuserez, on a une toute petite manip informatique à faire puisqu'il faut gérer une petite clé pour Monsieur Ferrari. Merci infiniment. Alors. Ça doit être celui-là, je pense. Voilà, on va ouvrir le dossier, afficher les up. C'est Mariti. Je vais vous laisser tout de suite la parole donc, à Monsieur Ferrari. On parle beaucoup effectivement de changement climatique. On le pose souvent à l'échelle de la planète, hein, dans les enjeux un peu globaux. Mais on a du mal à la fois à appréhender exactement ce que c'est. Beaucoup d'interrogations aussi sur l'état même des connaissances. Et puis en fait, de manière presque concrète, c'est quel impact ou quel lien pour nous sur nos territoires, sur ce changement climatique, ce mouvement-là. Alors peut-être que vous allez pouvoir, dans vos propos, nous donner déjà des éléments un petit peu de cadrage, et puis on aura de manière peut-être un peu plus zoomée aussi sur le territoire, et en particulier sur l'estuaire de la Seine, la vision aussi de M. Léniel, juste après votre intervention. Donc je vous laisse... Vous voulez faire de là, je clique comme vous voulez. Je vais le faire, je ne vais pas vous... Bon. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vous en prie. Bien, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci en tout cas pour l'invitation d'être parmi vous. Alors, effectivement, la question du changement climatique, on entend tous les jours parler de changement climatique. On a des débats un peu assez violents même, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Est-ce que c'est lié à l'homme, c'est pas lié à l'homme? On a eu, il y a quelque temps de cela, la communauté scientifique était particulièrement... en pleine irritation justement sur ces questions. Aujourd'hui, on sait que 90% de l'augmentation de la température à l'échelle de la planète est liée à l'activité humaine. Donc, globalement, la question du changement climatique et de la relation avec l'homme est aujourd'hui une réalité scientifique. Je pense qu'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, les modèles scientifiques ont beaucoup évolué. Les scientifiques ont beaucoup travaillé au travers... de ce qu'on appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, et ont amené beaucoup d'améliorations sur les modèles climatiques. Moi, aujourd'hui, j'ai plus confiance dans les modèles climatiques que dans les modèles économiques, globalement. Parce que même s'ils s'améliorent encore, je trouve qu'ils ont quand même obtenu, je dirais, un certain nombre de vérifications, d'améliorations et de critiques, voire même... de retour en arrière de la part des scientifiques. Bon. Donc le changement climatique touche évidemment l'ensemble de la planète et je me permets quand même juste de montrer ce petit graphique s'il sort. Voilà. Bon, vous avez ce graphique qui est un graphique qui est très connu. C'est en bas sur l'axe horizontal, vous avez les années. Le 0, c'est aujourd'hui. Et puis, vous avez les teneurs en CO2 en rouge, en gaz, en méthane en vert, et la température moyenne de la planète. Et vous voyez que notre planète, elle a connu finalement des grands aléas climatiques. On voit qu'il y a des cycles réguliers. Bref, il y a toute une machine qui, je dirais, fonctionne. Et le climat de notre planète a évolué depuis des centaines de milliers d'années et des millions d'années.
Aujourd'hui, nous connaissons une période un peu particulière, puisque, comme vous pouvez le remarquer, on atteint aujourd'hui des valeurs en dioxyde de carbone et en méthane à l'échelle de la planète que cette planète n'a jamais connues. Donc on est dans une particularité, et la responsabilité en est évidemment à l'homme. Si on regarde sur ces graphiques qui viennent tout simplement du groupe intergouvernemental d'études sur le climat, ils sont disponibles sur le web si vous souhaitez regarder. Vous avez ici les évolutions de température de la planète moyenne depuis, je dirais, les années 1100 et depuis 1000 ans environ. Et vous voyez quand même des courbes. Certes, il y a beaucoup de variabilité un peu au départ, mais vous avez des tendances qui se dégagent, des tendances lourdes qui se dégagent à l'augmentation effectivement de la température de la planète. Alors ça, c'est une température moyenne, et c'est toujours la difficulté en matière de changement climatique, c'est qu'on a une approche assez moyenne de ce qui se passe à l'échelle de la planète, et beaucoup de difficultés par contre aujourd'hui, et les scientifiques le reconnaissent aisément, à zoomer plus finement sur les territoires, sur un pays, sur des régions, sur des départements. Alors, je ne me permettrai pas de vous dire quel sera l'état de la Seine-Maritime dans 20 ans, parce que, d'abord, on n'en sait rien, mais peut-être mon collègue pourra dire des choses plus précises déjà, puisque certains chercheurs travaillent à l'échelle locale. Mais en tout cas, il y a des grandes forces qui, aujourd'hui, avancent à l'échelle plus générale, à l'échelle globale. Et ces grandes forces, je dirais, l'ensemble des territoires y seront soumis avec des variations, avec, je dirais, des réponses qui seront différentes en fonction des lieux. Alors, la question du changement climatique, bien sûr, c'est la température. C'est la première idée qu'on a en tête. Changement climatique, augmentation de la température de la planète. Mais pas seulement, puisque, vous voyez, ça, c'est une cartographie du monde pour l'évolution, justement, des températures depuis environ un quart de siècle. Et vous voyez, ce qui est en rouge, c'est ce qui augmente à l'échelle de la planète, et en bleu, c'est ce qui diminue en termes de température. Donc, vous voyez globalement quand même que les points rouges sur l'hémisphère nord sont quand même assez forts, et ils montrent justement une évolution, en tout cas, de la température moyenne importante. Mais vous avez aussi, bien sûr, la question des précipitations, la question des pluies et de la neige. Vous voyez là aussi, à l'échelle de la planète, des évolutions assez différentes. Vous voyez une Afrique qui s'assèche pour une grande partie, et une Australie qui, au contraire, s'humidifie beaucoup plus, une Amérique du Nord également, et l'Europe aussi de façon plus générale. Donc la question du changement climatique, ce n'est pas que la question de la température, c'est aussi la question du régime des précipitations, des pluies. Donc vous imaginez derrière les conséquences qu'il peut y avoir en termes d'agriculture, en termes de biodiversité, en termes de paysage. Donc on commence à voir décliner des choses qui sont plus concrètes dans la réalité des faits, dans nos vies quotidiennes, que l'on habite Grenoble ou que l'on habite ici en Seine-Maritime. Vous voyez le niveau des mers. Là aussi, il y a des courbes assez intéressantes. Vous avez différents endroits, l'île d'Amsterdam, Brest. Mais vous voyez à chaque fois une évolution assez sensible depuis à peine 2 siècles. Qu'est-ce que c'est que 2 siècles à l'échelle humaine? C'est pas grand-chose. Mais vous voyez en tout cas ces tendances lourdes, ces forces qui sont en marche, et ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est nos scientifiques qui ont fait des modèles. Et vous voyez que les scientifiques aiment plutôt les incertitudes, hein, donc ils posent toujours les incertitudes dans la façon dont ils peuvent aborder les choses. Et vous voyez que malgré tout, même si, quel que sera notre changement d'économie mondiale, si on devait revenir demain à des économies uniquement locales, purement locales, ce qui ne semble pas être le cas et le chemin aujourd'hui, mais vous avez, en tout cas, en termes de température et d'évolution de température à l'échelle 2100, des évolutions qui sont extrêmement marquées, extrêmement fortes. Et il faut bien avoir la mesure que des augmentations de température de quelques degrés, d'1 degré, de 2 degrés, peuvent avoir des conséquences assez incroyables sur les écosystèmes. Et tout à l'heure, mes collègues parlaient justement d'écosystèmes territoriaux. Nous ne parlons que d'écosystèmes aussi lorsque nous abordons cette question de l'impact du changement climatique, des pollutions sur les environnements au sens général, c'est-à-dire que, bien sûr, avec l'homme à l'intérieur. Nous sommes dans un système qui est complexe, dans lequel se jouent des forces plutôt extérieures, parce que la question du réchauffement climatique en Seine-Maritime, ce n'est pas le produit des sénons marins, c'est un produit plus général d'une activité humaine à des échelles plus larges. Donc, cette question, elle est évidemment une question plus globale. Mais on voit en tout cas
des évolutions qui sont assez inquiétantes en termes d'augmentation de température, mais je ne suis pas là pour être pessimiste ce soir, au contraire, mais plutôt pour essayer de comprendre justement quels peuvent être les enjeux posés par ce genre d'observation ou en tout cas de modélisation à terme. Finalement, sur la question des ressources en eau, sur la question de la biodiversité, sur la question des paysages, sur la question du changement climatique, un point essentiel, c'est bien sûr la question de la qualité des eaux océaniques et des mers. On sait qu'aujourd'hui, le changement climatique entraîne une acidification des océans, entraîne une augmentation de la température de surface des océans. Ce sont peut-être des petites choses, mais qui, à terme, auront des conséquences potentielles extrêmement importantes. Et c'est vraiment ça que je voudrais un peu évoquer et commencer à introduire, c'est cette notion, que ce soit sur le changement climatique, que ce soit sur la question des pollutions, on est aujourd'hui confronté à des tendances qui sont lentes, dont on n'arrive pas forcément, nous, à l'échelle de nos vies, de les observer mois après mois, année après année. Mais interrogez les anciens cénomarins, et vous verrez qu'ils vous diront qu'il y a aussi déjà, dans l'observation tout simplement des milieux, des évolutions qui se font sentir. Moi, j'ai l'habitude de souvent demander, en zone plutôt montagnarde, comment étaient les choses avant, il y a 40 ans, 50 ans, et un peu plus si on a la chance de trouver des anciens qui sont encore en capacité de nous le dire. Il y a des évolutions majeures sur les espaces montagnards, typiquement. Vous connaissez très bien l'évolution des glaciers qui fondent, etc. Ça, c'est la carte postale. C'est la carte postale. Mais la réalité, c'est que vous avez des paysages qui vont profondément évoluer, des forêts qui vont se transformer, parce que certaines essences pousseront beaucoup mieux à des températures plus élevées que d'autres. Donc là aussi, il y aura des évolutions importantes. Donc on me dit d'accélérer, et je vais accélérer. Mais simplement, la question de la pollution de l'air, et je m'arrêterai là-dessus, puis on reprendra peut-être ça en atelier. La question de la pollution de l'air, c'est la même chose. La pollution industrielle a fortement diminué. Ce n'est pas simplement lié à la désindustrialisation, mais la réglementation, les normes ont fait en sorte, et tant mieux pour nous d'ailleurs, que à la fois les salariés, mais à la fois évidemment les habitants, soient moins exposés aux toxiques. Aujourd'hui, ce qui pose problème en termes de pollution, et on le verra, c'est la question des faibles doses auxquelles nous sommes tous les jours exposés. Question des faibles doses, on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à retrouver, et parce que je suis glaciologue et je vais le dire, c'est une petite anecdote, on arrive à retrouver aujourd'hui dans les ours polaires des hormones, des antibiotiques. N'imaginez pas une seule seconde que les ours polaires sont devenus intelligents au point de se soigner en prenant des antibiotiques. Mais ces antibiotiques, ils proviennent tout simplement de nos vies à nous, ici, que l'on produit et qui sont ensuite dispersés. Donc il y a un phénomène de dispersion à très large échelle, et évidemment, tous les écosystèmes seront ainsi touchés. Alors comment on anticipe ces questions, comment on travaille ces questions, c'est bien l'objet de la discussion. Voilà. Merci infiniment pour votre exposé. Et donc je vais demander, tout en essayant de faire la petite manip pour revenir à l'autre diaporama. Voilà. Ça marche. À Benoît Léniel, alors, dans un focus peut-être plus effectivement local, puisque, comme M. Ferrari le disait, on sait mesurer un certain nombre de choses au niveau global, mais parfois on a des travaux qui portent sur des territoires plus spécifiques. La Seine-Maritime comporte un certain nombre de spécificités. Première façade maritime, 140 km de côte, donc évidemment, la question de l'élévation du niveau de la mer, 700 km de cours d'eau, dont évidemment la Seine en termes de fleuve majeur. Là aussi, quelles conséquences sur l'estuaire, sur le fleuve lui-même? Vous avez mené un certain nombre de travaux avec des collègues sur ce champ-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci. Bonsoir. Actuellement, il y a deux mots qui reviennent de façon récurrente quand on travaille sur le changement climatique, qui sont atténuation et adaptation. Mais encore faut-il savoir à quoi faut-il s'adapter.
c'est-à-dire connaître les données d'entrée, notamment sur le changement climatique et, dans notre cas, à l'échelle régionale. Donc moi, cette présentation a pour but de vous donner quelques flashs, quelques données sur les effets du changement climatique à notre échelle. C'est un travail, comme il est indiqué ici, qui a été effectué dans le cadre d'un programme, un programme Sénaval, où on s'intéressait pas uniquement à l'échelle régionale de la Seine, mais également à l'échelle globale et nationale. Mais ce soir, je vais vous parler uniquement de l'échelle régionale et du bassin de la Seine. Alors, premier constat, mon collègue en a parlé, c'est que quand on travaille à l'échelle du globe, même s'il y a encore des discussions, on a une vision relativement synthétique de l'évolution à l'échelle du globe grâce aux travaux du GIEC. Par contre, quand on commence à aller sur des échelles plus fines, comme l'échelle d'un fleuve, d'un estuaire, une échelle régionale, ça c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vue exhaustive pour un certain nombre de raisons qui sont listées, mais il peut y en avoir d'autres, mais c'est les principales ici, c'est qu'on a de nombreuses études actuellement, les études foisonnent, mais elles sont souvent ciblées sur une région donnée, un hydrosystème, sur un thème donné, des paramètres donnés, donc la comparaison entre ces systèmes est très difficile. Les méthodes qui sont utilisées, les échelles sont différentes, donc la comparaison est également difficile. La réflexion est menée actuellement, donc il y a beaucoup d'études auxquelles on n'a pas encore accès. Et quand on prend des fleuves ou des estuaires, vous savez, c'est des zones comme la Seine, des zones très anthropisées, et souvent il est très difficile de faire la part entre le climat et l'homme. Néanmoins, je vais vous présenter quelques résultats. Alors ça, c'est deux exemples de stations météo sur le bassin de la Seine, deux stations météo sur les températures, dans la zone amont, à Paris, dans la zone aval, à Beauce, pour vous montrer que sur ces deux graphes, que vous soyez dans la zone amont ou dans la zone aval, on a, même si c'est très bruité, on peut définir des tendances statistiquement significatives à l'élévation. En l'occurrence, sur ces deux stations-là, on a aux alentours de 1 degré et 1,8 degré. Mais quelles que soient les stations qu'on prend, on a des tendances, alors avec des chiffres qui peuvent varier. C'était les données enregistrées. Si on regarde maintenant les projections, il y a un travail qui a été effectué par l'UMR Sisyphe à Paris 6 en ce qui concerne les projections. Et ces projections montrent que sur le bassin de la Seine, vous voyez les modèles avec des courbes de couleurs qui correspondent à différents modèles. Eh bien, vous voyez la tendance. On a une tendance à l'horizon 2100 à l'augmentation avec des températures, des élévations entre plus 2 et plus 4 degrés Celsius suivant les modèles. Et quel que soit le mois, la température sera en augmentation puisqu'à l'horizon 2100, on est sur du plus 2 pour l'hiver et du plus 5,5 pour l'été et le mois d'août. Donc une des conséquences de ces températures, bien évidemment, c'est l'augmentation du nombre de jours de canicule. Sur cette figure, actuellement, les jours de canicule, on est pour la Haute-Normandie entre 0 et 10 jours. Et à l'horizon 2100, suivant les modèles, donc vous avez un modèle optimiste, un modèle pessimiste, on arrive entre du 10 et 30 jours. Un élément marquant, c'est qu'en 2050, si vous prenez la température de l'année 2003 qui a été particulièrement chaude, eh bien, elle sera inférieure à la moyenne. Si on s'intéresse maintenant à d'autres données, les précipitations. Sur les précipitations, à l'échelle régionale, c'est un peu plus difficile. Alors c'est très tassé, faut me croire un peu sur parole. On a une légère augmentation, mais elle n'est pas, quand on fait des tests statistiques, elle n'est pas statistiquement significative. Donc on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Par contre, si on regarde les ressources en eau, parce que tout ceci, l'évolution des températures, des précipitations, a une implication sur les ressources en eau, sur les eaux de surface, sur les eaux souterraines. Ici, vous avez 3 exemples, la Seine, et 2 affluents de la Seine. Quel que soit l'affluent que vous prenez, la Seine, actuellement, sur les données que l'on a depuis certains 1970 ou même avant pour la Seine, on a une augmentation des débits et qui sont globalement, par exemple pour la Seine, entre 10 et 30%. Si on s'intéresse, pardon, je suis allé un peu vite, donc si on s'intéresse maintenant aux projections, là encore, des modèles avec des couleurs différentes. Les projections qui ont été réalisées sur les précipitations indiquent tous une diminution et en moyenne de 12%. La baisse, on a une baisse l'été qui est importante et systématique. En revanche, les modèles n'arrivent pas à nous dire comment va se faire l'évolution l'hiver. C'est-à-dire qu'on a une incertitude sur le signe. On ne sait pas si on est... Certains modèles donnent une légère augmentation, d'autres une faible diminution. Au final, ça se traduit par une augmentation du nombre de jours sans précipitation et donc une persistance des épisodes secs.
Si on s'intéresse à la ressource en eau, le débit de la Seine, eau de surface et eau souterraine. Tous les modèles, donc on a pris des modèles de changement climatique globaux qui ont été descendus d'échelle, parce que ça aussi c'est un problème, la descente d'échelle, qui ont été appliqués dans des modèles hydrologiques. Et quels que soient les modèles, on a pour le débit de la Seine une diminution de 29, plus ou moins 14% du débit. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit une augmentation du débit et à un moment donné, ça va s'inverser, ça va diminuer et ça va diminuer globalement vers 2020-2030. Le débit diminue quasiment en toute saison, mais principalement l'été. Et puis, un élément très important, c'est ce qui est présenté ici, c'est les nappes d'eau souterraines. La nappe d'eau souterraine, la nappe de la Craie, c'est notre eau potable. Et la projection indique une diminution à l'horizon 2100 de 2700 millions de mètres cubes par an. Pour fixer les idées, c'est le même ordre de grandeur de ce qu'on prélève dans la nappe d'eau actuellement sur le bassin de la Seine. Donc ça va s'ajouter à l'impact humain. Dernière chose, on en a parlé, vous avez tous entendu parler donc, de l'élévation du niveau marin, qui est la conséquence de l'élévation des températures, la fonte des glaciers, la dilatation thermique de l'océan. Et qu'en est-il pour notre région? Vous avez un exemple de mesures qui ont été effectuées au Havre. Et quand on regarde les données marégraphiques au Havre et qu'on effectue des tendances, on voit une élévation. Et on est depuis 1938 où on a des mesures globalement sur du plus 1,8 mm par an. La difficulté pour l'élévation du niveau marin, c'est quand on fait des projections. Quand on fait des projections et qu'on veut... Quel chiffre on prend? Quel scénario on prend? Est-ce qu'on reste sur les mêmes chiffres, du 20 cm? Est-ce qu'on prend les valeurs du GIEC à 60 cm, mais qui sont du global? Et là, on n'a pas de moyen de répondre actuellement. Alors ici, on s'est un peu amusé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le scénario maximum, même si dans la littérature, on a même plus maintenant, 60 cm. Mais on a un phénomène chez nous qui s'appelle les phénomènes de surcote liés aux dépressions, aux tempêtes, qui peuvent faire gonfler l'eau de 40 cm, si bien qu'on a pris au final une élévation d'1 mètre. Et on s'est amusé, je dis bien amusé, mais bon, entre guillemets, à positionner ça sur une carte du relief. C'est simplement une image. J'attire votre attention, je suis toujours très prudent là-dessus, c'est que c'est une image, on plaque de l'eau sur un relief. On ne tient pas du tout compte des interactions entre les stocks d'eau, mais l'intérêt de ce type d'image, c'est que ça permet de réfléchir à ce qui peut se passer, même si on peut être un peu loin de la réalité. Donc ici, voilà les zones en eau. Si on applique 1 mètre d'élévation, voilà les zones en eau. C'est-à-dire que si vous prenez là, ici la réserve de l'estuaire, tout est sous l'eau. Le marais Vernier, tout est sous l'eau, c'est-à-dire toutes les zones humides sont sous l'eau. Donc cette image, son intérêt, c'est d'apporter une réflexion sur la modification de la zonation de l'estuaire, sur les zones inondées, et puis surtout sur les zones qu'il va falloir protéger ou non, parce qu'on ne pourra pas tout protéger, et sur les actions de restauration à mener sur l'estuaire. Et les 2 mètres remous, par rapport à ces données, les 2 mètres remous qu'il y avait en introduction, c'est l'atténuation et l'adaptation par rapport à ce qu'on observe et à ces mesures. Je vous remercie. Si certains doutaient qu'on était dans un monde un peu bouleversé en ce moment, j'espère que voilà, il n'y a plus de doute. En tout cas, merci pour ces interventions qui vous ont mis en appétit. Donc je vous propose qu'on se retrouve dans les ateliers. Donc l'atelier 1 sur le changement climatique et l'atelier 2 sur l'économie résidentielle présentielle vers les salles de commission. Il faut retraverser le hall où il y a l'expo et vous avez des feuilles qui vous indiquent les salles. Et puis le 3e atelier sur l'économie sociale et solidaire, c'est juste sur la salle qui est juste en face du petit escalier qu'on monte. Et puis on se retrouvera à l'issue des ateliers ici tout à l'heure. Merci bien et bons travaux. D'observations qui existent aujourd'hui à l'échelle départementale, régionale et nationale, voir un peu comment tout ça peut s'imbriquer et surtout entrer en cohérence, et ensuite comment les politiques publiques, les élus et les différents territoires peuvent intégrer la notion d'observation dans leur choix et dans l'élaboration de leur politique publique. C'est-à-dire comment aujourd'hui, à un état donné des connaissances, j'adapte mes politiques publiques quand je les construis.
Au niveau régional, c'est la nécessité d'être en cohérence entre toutes les démarches d'élaboration de stratégies et de programmes d'action sur le climat. On a parlé du schéma climat, air, énergie au niveau de la région. C'est vraiment une nécessité de cohérence entre tous les échelons sur cette thématique. La nécessité aussi, et là le département en tant que collectivité a sûrement un levier à saisir, la nécessité de délivrer un message scientifique auprès de toute la population qui soit clair d'une part pour qu'on comprenne bien les choses, que les choses ne soient pas mal interprétées, mais surtout de donner une cohérence et une globalité plus grande à l'information scientifique. Pour résumer, c'est aujourd'hui résumer le changement climatique à des hausses de température pour les habitants, c'est très réducteur. Il y a vraiment beaucoup d'autres implications, beaucoup d'autres conséquences sur le cadre de vie. C'est la question de l'eau, la question de l'air, la question des modes de consommation. Bref, essayer d'avoir une information scientifique délivrée à la population beaucoup plus cohérente et globale. Et là, le département a sûrement un rôle à jouer au travers de son rôle éducatif et notamment de sa compétence collège, par exemple. La capacité des collectivités et du territoire à anticiper les conséquences du changement climatique et à l'atténuer. Alors, on a cité différents leviers. Les documents d'urbanisme, notamment, ce sont vraiment des points et des outils au travers desquels on peut traiter le changement climatique. Maintenant, il faut donner les clés aux collectivités pour savoir comment le changement climatique, on le traite, donc soit en adaptation, soit en atténuation. Le fait de s'intéresser dès aujourd'hui à des risques nouveaux qui pourraient apparaître par rapport au changement climatique, je veux dire, aller aussi plus loin sur les risques inondations, sur les actions à entreprendre. Une personne parlait de risques, pourquoi pas nucléaires, qui pourraient apparaître avec la réduction de la quantité d'eau disponible. C'est des exemples de risques à vraiment observer. Des champs de recherche à creuser. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est quelque chose qui est investi par la recherche, mais il y a vraiment des pans entiers à creuser et à investir. Le lien changement climatique et qualité de l'eau, qualité de l'air, ce sont des choses qui, à l'échelle globale comme à l'échelle régionale, sont à investir encore plus fortement. Et là encore, le soutien à la recherche dans ces champs, c'est aussi un levier du territoire. Et là, vraiment, c'est pour faire peut-être un lien avec d'autres débats qui auront lieu, encore une fois, le thème de l'eau dans sa gestion qualitative, quantitative et surtout dans la gestion des différents usages est apparu comme vraiment prioritaire. Et peut-être que là, on est à un tournant où les collectivités vont devoir se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, la question de l'eau, on s'en empare et on en reprend un peu la maîtrise pour un peu arbitrer tous les différents usages. Et puis enfin, pour conclure, et je pense que ça fera une liaison intéressante avec les autres ateliers, notamment les ateliers sur l'économie sociale et solidaire et puis le rôle de la population dans ces changements, c'est que observer les changements climatiques, observer les changements des écosystèmes naturels ou globaux, c'est une chose, mais il faudra aussi penser à observer les évolutions possibles des écosystèmes sociaux ou des liens qui risquent d'évoluer entre les gens, les nouvelles solidarités ou au contraire les tensions qui risquent d'apparaître. Bref, essayer d'anticiper peut-être un peu plus comment les gens eux-mêmes entre eux vont réussir à vivre dans 30 ans pour mieux anticiper les réponses en termes de politique publique. Merci pour déjà tout ce grain à moudre et à intégrer dans le projet de territoire. Peut-être Jacques, sur ton atelier, sur l'économie résidentielle, présentielle. Ok, donc sous le contrôle de messieurs Sirost et Genquin, on a ressorti, et merci aux participants, puisqu'on a eu une réunion assez riche, on a identifié en fait 5 enjeux. Alors le premier, c'est que finalement, quand on parle d'économie résidentielle, au sens large du terme, il y a un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, qui est la question du cadre de vie, des conditions de vie. En fait, pourquoi ? Parce que l'économie résidentielle, il y a une relation entre les deux.
plus on a une économie résidentielle, enfin si on veut avoir une économie résidentielle active avec des emplois à haute valeur ajoutée, il faut avoir donc un territoire de qualité, un territoire attractif. Et pour avoir un territoire attractif, il faut que l'économie résidentielle, que les services à la population, les services aux entreprises sur ce territoire soient de bon niveau et de bonne qualité. Donc il y a un lien, il y a une interdépendance très forte entre cadre de vie, conditions de vie et cette économie résidentielle et les emplois qui vont avec. La deuxième chose qui est ressortie, c'est pas si simple que ça d'agir en tant qu'acteur public sur ce champ-là, parce qu'en fait on est dans un écosystème où il faut très subtilement accompagner la demande des usagers, des consommateurs, des habitants et l'accompagnement de l'offre de services au public et non pas de services uniquement publics, de services marchands ou non marchands. Et donc, c'est intervenir sur un environnement, un écosystème un petit peu compliqué, puisqu'on est soit dans des choses qui sont publiques, financées par le public, mais on a aussi des choses qui sont privées, non marchandes, c'est ce que font les associations, vous en avez probablement parlé dans l'atelier numéro 3, mais on peut avoir aussi des logiques d'offres purement marchande, des commerces de proximité, par exemple. Donc, il y a un enjeu de bien réussir à trouver sa place dans cet accompagnement-là, et peut-être même dans des approches un peu expérimentales pour défricher un peu ce que pourrait être l'offre de services demain, qu'elle soit publique ou privée, au public ou pas. Le troisième enjeu qui est ressorti, c'est la question de la recherche et développement appliqué. On nous citait notamment le cas des années 60-70 où la recherche-développement appliquée était permanente dans un certain nombre d'actions et d'activités de services à la population, de services en termes d'éducation populaire, etc. Aujourd'hui, on a perdu ce réflexe d'être dans du développement d'actions et de services en intégrant cette approche recherche et développement. Et donc, elle a été rappelée, sans que ça soit nécessairement une nécessité permanente, il y a sans doute à enrichir cet aspect-là. Quatrième élément, c'est l'impact pétrole. Alors, l'impact pétrole, on l'avait évoqué tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce que l'économie résidentielle, les emplois de l'économie résidentielle, les emplois de services, plus de 80%, on citait tout à l'heure, est-ce qu'on peut remplacer les emplois qui sont liés à la pétrochimie, par exemple? En fait, on ne l'a pas abordé comme ça, on a abordé sous un autre angle. Parce que le jour où le pétrole est à 2,50 € ou à 3 €, est-ce qu'on aura autant de touristes qui pourront venir pratiquer des activités venant de Paris, le week-end ou l'été? Est-ce qu'on pourra venir pratiquer les activités touristiques? Donc, créer de l'emploi dans ces filières-là. Donc en fait, la question de l'après-pétrole, elle ne se pose pas simplement sur quels emplois à la place des emplois de la pétrochimie, par exemple. C'est plutôt, est-ce que le coût du pétrole ne va pas modifier la manière dont le tourisme se développe? Et par exemple, on a parlé du tourisme de proximité ou de la question des transports collectifs pour permettre une autre forme de tourisme, pour maintenir quand même du tourisme dans ces secteurs ou ces territoires. Et enfin, dernier élément qui a été évoqué, c'est la question de la valorisation de la nature ou des natures et des patrimoines comme un espace finalement qui est à la fois un élément d'attractivité, que j'évoquais tout à l'heure, mais qui est aussi un élément de pratique et de développement d'emploi de services, d'équipements, d'utilisation, mais du coup où on a un risque de segmentation des populations à haut revenu qui peuvent utiliser certains espaces et d'autres populations avec des revenus moins importants qui pratiqueraient ces espaces, utiliser ces espaces de loisirs un peu déqualifiés par rapport à ce que d'autres peuvent avoir. Donc la question de l'équité finalement de l'utilisation de ces espaces et de ces pratiques de loisirs auprès des populations. Et enfin, tout à fait à la fin, juste avant de terminer la séance, on a eu un élément qui était très important et qui finalement sert un peu de clé de voûte à la plupart de ces enjeux, de ces 5 enjeux. C'est la question de l'accompagnement à la qualification des territoires, des professionnels et des habitants. Parce qu'en fait, ils ont tous un effet. Vous améliorez la qualification des professionnels, des acteurs ou des habitants
vous améliorez forcément l'offre de services publics. Si vous améliorez la qualité des services à la personne, enfin des gens qui offrent un service à la personne, vous augmentez la qualité dans un territoire, la qualité d'accompagnement des populations. Si vous augmentez la qualification des personnes sur, par exemple, des professionnels du commerce ou les professionnels du tourisme, vous les aidez à anticiper les formes d'économie de demain et donc peut-être des métiers ou de l'innovation en matière de commercialisation du tourisme ou de certaines activités de service. Donc finalement, la question de l'accompagnement à la qualification des territoires et des professionnels, des acteurs ou des habitants, c'est un élément peut-être qui est assez commun à l'ensemble de ces enjeux. Merci Jacques. Avant de présenter les enjeux du dernier atelier, je fais une petite page de publicité qu'on m'a demandé de bien vouloir communiquer. Un peu en parallèle, en tout cas, mais en lien avec la démarche sur le projet de territoire Seine-Maritime 2020, il y aura le 3 décembre une table ronde ici au département autour de la question du bénévolat. Alors je le dis en particulier évidemment pour tout le secteur associatif, avec quatre invités. Madame Ferrand-Beckman, qui est vice-présidente de l'Association nationale de sociologie, Monsieur Lebaille, qui est délégué général de la Fédération française des MJC, Monsieur Groult, qui est président de l'URIOPS et de la FNARS, et puis Monsieur Masseglia, qui est président du CNOSF, qui est le Comité national olympique et sportif français. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y aura une communication, j'imagine, pour avoir des choses plus précises sur les horaires et le lieu. En tout cas, le lieu, ce sera ici, mais sur les horaires. Alors, sur le dernier atelier, sur l'économie sociale et solidaire, plusieurs enjeux ont été pointés qui peuvent après être transformés en objectifs. Le premier, c'est peut-être au travers d'une discussion qu'on a eue sur la nécessité de la dimension de la reconnaissance et d'appui à l'économie sociale et solidaire, donc ce qu'on peut appeler parfois la politique de la reconnaissance au sein des territoires, c'est vraiment de se faire reconnaître en tant que SS dans une économie plurielle. Mais on se disait, faut-il encore aussi acter le fait qu'on fasse la promotion et en tout cas on accepte de développer une économie plurielle sur les territoires, ce qui est aussi un choix en soi. À partir de là, il y a des actions qui peuvent avoir lieu à la fois sur la question de l'offre et sur la question de la demande. Tout d'abord, il y a l'enjeu de faire évoluer le droit commun pour l'adapter. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de la question des marchés publics, qui eux-mêmes, justement, étaient une procédure de droit commun et ont évolué, ont été adaptés pour pouvoir prendre en compte un certain nombre d'enjeux comme les clauses d'insertion, mais on peut aller encore plus loin aujourd'hui. Avec derrière une vraie question aussi qui se pose pour les collectivités, et on peut voir là d'ailleurs des pratiques ou des modes de régulation qui peuvent être spécifiques ou différents selon les territoires. C'est jusqu'où va-t-on dans la concurrence? Comment gère-t-on la concurrence? Comment la régule-t-on? Donc là aussi, interrogation vis-à-vis des élus et détermination des curseurs. Autre enjeu, c'est dans l'accompagnement de la politique de l'offre, avec en particulier les défis autour des coopérations au sein même de l'économie sociale et solidaire, d'arriver à décloisonner, et ont été citées les grandes structures de l'économie sociale et solidaire qui elles-mêmes, dans leur propre comportement, leur propre politique, pourraient introduire ou en tout cas mener de vraies politiques qui permettent un soutien à l'économie sociale et solidaire au travers de leurs propres pratiques, de leurs propres fonctions d'achat par exemple. Autre enjeu, c'est d'affirmer aussi qu'il s'agit de faire passer l'économie sociale et solidaire d'une force politique à une force économique, que ce soit reconnu aussi en tant que force économique sur le territoire. Et là, les pouvoirs publics peuvent appuyer, aiguillonner pour qu'on soit dans cette évolution-là. Enfin, 4 derniers enjeux. Les enjeux du lien entre l'économie sociale et solidaire et les questions d'environnement, qui peut faire complètement, là, l'économie sociale et solidaire peut faire valoir ses spécificités, s'inscrit complètement aussi dans les démarches de développement durable. Et là encore, si le département
où les territoires, en tout cas, font la promotion et axent leurs projets de territoire qui favorisent des démarches de développement durable, indirectement, ça va faire aussi émerger des besoins nouveaux et qui seront potentiellement des champs dans lesquels l'économie sociale et solidaire pourra trouver sa place. D'ailleurs, avait été cité aussi dans l'atelier, enfin, un enjeu qui est important, qui est l'organisation de l'interface entre les opportunités de développement de l'ESS et les porteurs de projets, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours sur le territoire où il y a une opportunité, et donc cette interface est importante. Autre enjeu, celui qui tourne autour des innovations sociales et pour lesquelles l'ESS peut avoir un rôle tout à fait actif, moteur, initier un certain nombre de choses. Et il a été dit, et Laurent Fraisse a été assez clair là-dessus, en disant attention à ce que les questions d'innovation sociale ne soient pas le cache-sexe de la pauvreté des budgets sociaux aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on brandit l'innovation sociale pour mieux cacher la misère des budgets sociaux que l'on affecte. Donc attention aussi à ce risque-là. Autre avant-dernier enjeu, qui là dépend peut-être plus évidemment des politiques nationales, mais c'est autour de la question de l'emploi, des politiques de l'emploi, et de dire l'ESS aussi est confronté au défi de la pauvreté au travail, avec la question des temps partiels, des sous-emplois, et donc de voir là comment on peut aussi l'appuyer, mais on le disait, c'est plus dans un cadre national. Enfin, dernier enjeu, et qui croise là avec l'atelier sur l'économie présentielle et résidentielle, il y a peut-être un vrai chantier effectivement à ouvrir pour arriver à caractériser la place de l'ESS et ses potentiels au sein des territoires. Et dans cette économie présentielle, cette économie résidentielle, arriver à la caractériser, arriver à l'aider à se développer, avec un point qui a été soulevé lors de l'atelier, en tout cas évoqué en disant il y a aussi un enjeu de proximité, quoi, voilà, hein, donc qui est à jouer, et on voit effectivement là les liens qui peuvent être ouverts. Donc un certain nombre d'enjeux, en tout cas posés, qui permettent après, ou qui permettront en tout cas aux services et aux élus de poursuivre la réflexion, hein. Elle ne s'arrête pas à ces ateliers, mais je passe tout de suite la parole, peut-être, vu l'heure, là, à Bruno Berteuil pour un mot de conclusion. La tâche n'est pas aisée. Non, elle devient de plus en plus compliquée. La tâche n'est pas aisée. Donc d'abord un grand merci à tous nos intervenants. Et quand je dis tous nos intervenants, c'est bien évidemment, ce sont bien évidemment tous ceux qui sont ici sur l'estrade et qui ont participé, qui ont animé les débats, mais ce sont aussi bien évidemment tous ceux, et ce sont ceux qui sont en face de moi, qui ont participé, et pour témoigner de l'atelier dans lequel j'étais, une vraie qualité de participation et le regret que j'ai, parce que bien évidemment j'ai un plaisir d'avoir été là, mais un regret évident de ne pas avoir été partout en même temps. Mais c'est le problème, nous n'avons pas tous le don d'ubiquité. Quatre choses qui me reviennent ici et qui sont un peu transversales dans ce que j'ai pu entendre à la fois dans l'atelier et puis ici dans les comptes rendus alléchants qui ont été faits, et je lirai toute forme de compte rendu avec un grand plaisir. La première chose, c'est le rôle de la collectivité. C'est-à-dire qu'à une heure où on doute un peu des pouvoirs publics, où on doute de la question même de la puissance publique, ce que je vois, c'est qu'on a, et dans tous les ateliers, considérer les collectivités, la collectivité locale, et en particulier celle-ci qui accueille, mais je crois que ça allait au-delà de ça, comme un relais, comme un acteur, et puis aussi sur deux éléments importants qui sont, à mon avis, dans les sens même que la puissance publique doit avoir, dans celui d'être un accompagnateur à la fois des acteurs publics, mais aussi un accompagnateur du privé, et du privé à la fois associatif ou commercial, enfin du privé commercial ou non commercial, enfin je ne sais pas comment exactement le définir, mais toute forme de privé, d'un accompagnateur et puis d'un régulateur aussi. Et on le voit dans ce que j'ai pu comprendre de ce qui est ressorti sur l'économie sociale et solidaire, et aussi bien évidemment dans les questions climatiques, c'est que voilà, on attend aussi de la collectivité qu'elle soit aussi un relais d'information, enfin qu'elle joue pleinement son rôle, voilà. Et c'est bien aussi de l'entendre, parce que ça veut dire que
ça nous laisse aussi, non pas les mains libres, mais aussi le champ des possibles. Le deuxième point, et qui en est un peu la conséquence, mais qui est lié en tout cas, c'est celui de l'animation des territoires. Et c'est ressorti évidemment dans l'atelier sur l'économie résidentielle et présentielle, mais on le comprend aussi. Voilà, les acteurs d'un territoire sont multiples et on a besoin d'eux. Je dis bien, on a besoin, le on est un on collectif dans l'animation des territoires, et cette animation, elle nécessite une professionnalisation, comme on l'a dit, et donc comment on accompagne cette professionnalisation. Et là, je crois qu'on a un vrai terrain d'expérience, d'expérimentation et de réflexion, et vraisemblablement d'action autour du bénévolat. Et c'est aussi la question de la qualité des territoires, la question des emplois, et des emplois, bien évidemment, tous les types d'emplois. Et là-dedans, j'entends aussi ceux liés à l'économie sociale et solidaire, qui sont aussi, bien évidemment, des animateurs de territoire. Le troisième point sur lequel nous devons travailler dans ce que j'entends là, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Et là, c'est revenu dans les 3 ateliers. Le mot a été prononcé pratiquement dans les 3 rapports. La question de l'innovation. Voilà, on pourrait dire l'innovation au pouvoir. À l'époque, on disait l'imagination au pouvoir, l'innovation au pouvoir, mais une nouvelle forme d'innovation. J'ai bien entendu que ce n'était pas l'innovation technique qui comptait, et c'était aussi ça qui est revenu ici, mais d'imaginer d'autres formes d'innovation qui puissent être valorisées. Voilà, l'innovation sociale, je crois que c'est un point sur lequel nous reviendrons de manière évidente, c'est celle de l'innovation sociale, et comment la valoriser. Et là, on revient au premier point sur le rôle des collectivités locales. Le dernier point, je vais vite, parce que j'ai retenu plein de choses et j'ai pris je ne sais pas combien de pages de notes. Le dernier point aussi qui, je crois, là aussi est un enjeu, mais un enjeu que nous posons en permanence, qui est celui de la proximité, qui est celui des territoires, et en même temps l'éclairage que vous apportez sur cette proximité et sur ces territoires, que l'on pose d'habitude rapidement en termes de qualité de vie, je crois que ça va largement au-delà. C'est voir la question des potentiels des territoires. Ça pose aussi la question de la relocalisation. Au moment de la délocalisation, au moment où on parle de mondialisation, ça pose aussi la question du territoire comme élément de relocalisation de l'économie. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, et on l'a évoqué, parler du patrimoine, enfin du tourisme, pardon, et on a l'habitude de dire que le tourisme est une industrie non délocalisable, ce dont je ne suis pas convaincu. Ce dont je ne suis pas convaincu du tout, mais je sais que c'est une ancienne qu'on aime bien prononcer, et là justement c'est de faire que ce tourisme soit justement relocalisé, et que ce soit justement quelque chose qui ne puisse pas être délocalisable. Et donc à travers ça, tous les enjeux de proximité, et donc de création du lien qui vont avec. C'est qu'au final, en fait, quand on regarde tout ça, eh bien, on pourrait pratiquement, à un moment donné de pessimisme, pratiquement imaginer quelque chose qui soit à l'encontre je pense souvent à un cercle vicieux qui naît du réchauffement climatique et toutes les conséquences. On imagine, et on a vu des scénarios, pour parler vite, catastrophes. Eh bien, je crois qu'en entendant tout ça, on pourrait imaginer un cercle vertueux, à la fois de relocalisation, de création de liens, de construction des territoires, de construction harmonieuse. Alors, c'est peut-être utopique ce que je raconte, mais en même temps, sans utopie, on ne vit pas. Et que la création d'un cercle vertueux, c'est peut-être aussi notre meilleure façon d'imaginer 2020. Voilà, merci à tous. Merci bien. En tout cas, n'hésitez pas à venir aux autres ateliers. Vous avez les programmes si ça vous intéresse. On a vu que toutes les questions aussi de l'atelier sur la mesure des indicateurs, enfin la mesure du bien-être, pour changer un peu des indicateurs économiques classiques, pouvaient être aussi en lien avec ce qui a été évoqué ce soir. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.